Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Grenier pour la deuxième matinée proposée par le Festival EPOS. Nous allons parler ce matin de la construction de l'oralité. Alors l'oralité dans ses dimensions peut-être alimentaires, verbales, culturelles, philosophiques, artistiques. Enfin, évidemment, il y a plein d'entrées. Pour parler de cette construction de l'oralité, on a fait appel à 4 éminentes spécialistes qui interviendront. Alors, voilà comment on a prévu d'organiser les choses. Une première heure qui est entamée, où chacune va intervenir pour une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, la deuxième heure sera consacrée vraiment aux échanges entre tous, parce que c'est ça qui nous fait envie. Alors, nous entendrons Françoise Garcia, qui est orthophoniste depuis plus de 30 ans et en charge de la prévention au niveau national pour la Fédération nationale des orthophonistes. Émilie Girard, qui est là, qui représente l'association Livre Passerelle, dont le propos est, je crois, la lutte contre l'illettrisme, ou en tout cas la prévention, et puis la prévention des risques sociaux, etc. Vous le direz vous-même et beaucoup mieux que moi, évidemment. Nous avons Agnès Solar, qui est conteuse, auteure, qui a beaucoup travaillé, évidemment, dans la petite enfance. Et puis, nous entendrons ensuite Catherine Dolto, qui a commencé ses formations à l'école Lecoq, avec notamment avec Vitesse, et qui est comédienne, enfin voilà, il y a un peu de ça, médecin aptothérapeute, et qui conclura les présentations. Et qui lancera certainement le débat. Je vous remercie évidemment de veiller à éteindre vos téléphones portables. Qu'ai-je d'autre à dire ? Quant à moi, je serai le père Fouettard, qui tiendra d'une main aussi délicate que possible, mais ferme, le tempo et en tout cas la durée, et on essaiera de déborder le moins possible. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut commencer, je n'ai rien de plus à ajouter. Je cède la parole à Françoise Garcia. Voilà, bonjour, je suis ravie d'être parmi vous ce matin et je remercie le Clio de donner la possibilité aux orthophonistes de venir parler aux conteurs et à toutes les personnes qui s'intéressent aux histoires, à la parole. Alors moi, je voudrais commencer mon propos en faisant référence à ce que nous disait Blanca Calvo hier, qui disait qu'elle nous racontait l'histoire de cet homme qui voulait faire parler la pierre en lui demandant de dire « pas ». Et la pierre ne disait pas « pas ». Demandait à l'enfant qu'il avait dans les bras de répéter « pas », et le bébé ne disait pas « pas ». Pourtant, ce bébé, un jour, pourra dire « pas » parce qu'il aura entendu quelqu'un autour de lui, plusieurs personnes même, parler, et donc ça lui permettra un jour, à son tour, d'utiliser la parole. Alors c'est une histoire un petit peu ancienne et plus lointaine encore que le moment où l'enfant commence à parler, que l'histoire de la parole. Celle que je veux vous raconter, c'est celle qui commence dans le ventre de la maman, quand au 3e mois, le bébé va avoir dans la formation de son corps quelque chose d'important qui va se passer. Son palais va se former et se fermer. La langue va descendre, et quand sa langue va descendre, ça va permettre que la bouche s'ouvre. À ce moment-là, la main va arriver près de la bouche, va toucher les lèvres. La bouche ouverte, les lèvres touchées par le doigt, la langue va arriver vers le doigt et va toucher le doigt. C'est important parce que vie durant, le geste et la parole seront liés. Et déjà in utero, il se passe ça. Ce sont les premières déglutitions qui vont arriver de liquide amniotique, donc les premiers échanges qui vont pouvoir se faire par la bouche ouverte. Quand le bébé va naître, ça va continuer. Ça va continuer parce que ce bébé que l'on va accueillir, alors qu'on va accueillir vers le langage, vers l'alimentation, qu'on va accueillir aussi dans la communication, on va lui donner la possibilité d'utiliser sa bouche pour manger et pour parler. Ce sont les mêmes organes qui permettent de parler, qui permettent de manger
Et le passage de la respiration se fait aussi par tous ces endroits-là, avec une motricité qui va accompagner dans le geste, plus tard dans la verticalité, la possibilité que la parole émerge. Alors je reviens sur cette bouche qui, à l'intérieur, a un muscle essentiel, la langue. La langue, c'est le seul muscle de notre corps qui n'a qu'une seule attache. Vous pouvez vérifier. En tout cas, moi, je suis faite comme ça. Et donc, cette langue, au début, dans la bouche, elle va faire des petits mouvements d'avant en arrière et va permettre de téter. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, cette langue va faire des mouvements du haut vers le bas et l'enfant va commencer à déglutir. En même temps qu'il pourra au début téter, il va pousser des petits cris, des petits bruits, des petits soupirs qui vont sortir de sa bouche de façon un peu naturelle mais réflexe. Et les parents autour de lui, les adultes qui vont l'accompagner, vont donner des intentions à ces petits bruits, vont interpréter les productions de l'enfant, vont donc l'accompagner dans la construction de cette communication et du langage. Et oui, tu es content, j'ai entendu, d'accord. Et cet accompagnement-là, en même temps qu'il est accompagnement du langage, il est accompagnement de l'alimentation. C'est-à-dire que lorsque l'on nourrit un enfant, on lui raconte qu'on est en train de le nourrir. Donc pour revenir sur la langue qui va servir à manger, puisque lorsque nous sommes adultes, nous faisons avec notre langue des mouvements hélicoïdaux, un peu dans tous les sens, pour propulser le bol alimentaire vers l'arrière. Eh bien, cette langue, grâce au mouvement qu'elle acquiert en s'alimentant, grâce à l'alimentation, elle va aussi avoir des points d'articulation qui vont permettre de prononcer tous les sons de notre langue. Cette langue, c'est l'oralité globale de l'enfant qui va se construire grâce à elle, et on dit qu'elle est fondatrice de l'être. Alors elle n'est pas toute seule fondatrice, parce que sans écoute, sans capacité d'entendre tout ce qui se passe autour de lui, l'enfant ne pourrait que reproduire des gestes qu'il va voir avec ses yeux, mais ne pourrait pas reproduire les sons. Il pourrait faire des bruits réflexes, mais il ne pourrait pas articuler au-delà et essayer de capter des indices de sens dans ce que les adultes lui racontent. Et ça, c'est important de savoir que ce sont les interactions qui vont permettre que le langage puisse éclore. Des expériences terribles ont été tentées, de faire vivre des enfants sans leur parler. Et non seulement ils ne parlaient pas, mais ils mouraient. Donc la langue est peut-être fondatrice de l'être, mais la parole et l'oralité, certainement de façon plus globale, sont aussi fondatrices de l'être. Donc cet enfant qui grandit, qui au fur et à mesure qu'il va se développer sur le plan psychomoteur, va pouvoir se tenir assis, puis debout, grâce à la verticalité qu'il va acquérir. Je ne la raconterai pas en entier, peut-être que Catherine nous en parlera un petit peu tout à l'heure. En tout cas, grâce à tout ça, il va pouvoir non seulement libérer de l'espace dans sa bouche pour mieux parler, pour ouvrir les résonateurs, mais aussi permettre à cette langue de se positionner correctement pour manger. Et puis, la verticalité, ça ne va pas être que ça va être aussi le fait que son regard, qui au départ est dans l'accroche du regard, les yeux dans les yeux du parent, de l'adulte avec cet enfant, c'est merveilleux. Quand on sait bien quand on l'a fait que pour y rester un moment long. Donc cette accroche du regard qui permet la communication va être après ce qu'on appelle l'attention conjointe. C'est-à-dire cet enfant qui peut commencer à se déplacer, être à des postures différentes, va voir d'autres choses, va découvrir le monde autrement. Grâce aux adultes qui vont aussi lui pointer du doigt des choses à regarder. Ça s'appelle l'attention conjointe et ça fonctionne aussi au niveau de l'alimentation. Parce qu'à un moment donné, cet enfant qui était en train de prendre le biberon qu'on lui donnait, en l'entourant de paroles bienveillantes et de gestes bienveillants, on va lui proposer de regarder ensemble la cuillère et ce qu'il y a à l'intérieur de la cuillère pour pouvoir ouvrir la bouche et faire ce geste volontaire d'aller prendre la nourriture. Donc en même temps qu'il développe des choses sur le plan psychomoteur, qu'il développe des choses sur le plan du langage, il développe des choses sur le plan alimentaire. Et l'oralité, elle se construit aussi là. Et on sait, en tout cas nous orthophonistes qui recevons beaucoup d'enfants qui ont des difficultés de ce niveau-là, on sait que si les étapes n'ont pas été franchies au bon moment, parfois c'est difficile pour les enfants
surtout sur le plan alimentaire. Sur le plan alimentaire, si on n'a pas proposé aux enfants des choses qui pouvaient les nourrir de façon différente, si on ne leur a pas fait expérimenter des goûts différents à un moment, c'est plus difficile après. Tout comme le langage. C'est-à-dire, quand on propose aux enfants d'entendre des choses régulières, voilà, les contes, les histoires, les chansons, eh bien, l'enfant se nourrit de tout ça. Et vous voyez que le vocabulaire qu'on utilise finalement pour parler de la parole et de ce qu'elle fait comme effet aux autres, c'est un petit peu le vocabulaire qu'on utilise pour parler de l'alimentation. Alors, pour l'alimentation, on dit il faut de l'appétit. Pour le langage, nous, on dit il faut de l'appétence. Et peut-être qu'il faudrait finalement de l'appétience. On pourrait peut-être imaginer ce mot qui serait en même temps l'envie, le besoin, le plaisir réunis. Alors, je ne sais pas où j'en suis de mon propos par rapport au temps. J'ai largement le temps. Alors, je peux raconter beaucoup. Ah, très bien. Donc, je peux raconter plein d'autres choses. Je vais revenir sur le développement du langage, sur ce moment important où l'enfant commence à comprendre, en regardant sur le visage de l'adulte, qu'il s'y passe quelque chose d'important. Sur le plan mimique, sur le plan gestuel, et qui commence à reproduire ce que le parent fait. Et l'enfant, c'est assez magique. Alors, en tout cas, nous, on croit qu'on est magicien, on a réussi à lui faire ça. Oh, regarde, je lui tire la langue, il me tire la langue. Je fais du bruit avec ma bouche, il reproduit. Alors, effectivement, on n'est pas dans la répétition, c'est pas « allez, maintenant, tu vas dire pas ». C'est pas ça. Mais c'est « pa ». Et l'enfant se met à dire « pa ». C'est bien. Et on va accompagner l'enfant. Et puis, à un moment donné, l'enfant, il va réussir non seulement à dire « pa », mais à voir qu'on peut dire « papa ». Et autour de lui, tout à coup, tout le monde dit « bravo » et encourage. Et cet encouragement, il est important. Cet encouragement, il est important parce que ça permet à l'enfant non seulement de se sentir capable de produire des choses, de commencer à comprendre que ça fait un effet sur les autres. Donc de commencer à penser que les autres peuvent penser à l'effet de la parole. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort pour l'enfant. Et puis cet aller-retour qui va se faire, c'est le début de la communication. C'est si je dis papa, on me dit oui, ton papa, il va revenir tout à l'heure. Et on va commencer à raconter des histoires à l'enfant sur le langage. Ah oui, son papa, il va revenir tout à l'heure. Et l'enfant, lui, il a besoin d'expérimenter. Alors, mon papa va revenir tout à l'heure. Et si je redis encore papa, oui, tu sais, je t'ai dit, ton papa, il va revenir tout à l'heure. C'est assez rassurant quand même de savoir que finalement, aux mêmes choses, on finit par nous donner les mêmes réponses. Ces réponses qui vont construire l'enfant, qui vont permettre à son cerveau qui, lorsqu'il est né, n'était pas achevé. Nous naissons avec un cerveau inachevé. Ce cerveau va se corticaliser, c'est-à-dire que tout ce qui va être langage, émotion, tout ce qui va être geste, va prendre du sens, va former des circuits qui vont prendre du sens, qui vont s'inscrire, qui vont être des empreintes. Alors on parlait hier des traces du langage écrit, des traces à laisser en mémoire ou pour transmettre, mais il y a aussi ces traces-là, ces traces mémoire dans le cerveau des enfants que nous avons été tous. Et alors pour faire un parallèle, je voudrais vous parler de mon expérience d'orthophoniste auprès des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Un peu par hasard, un jour, dans mon cabinet, il y avait sur mon bureau un album pour enfants que j'avais utilisé juste avec le petit patient d'avant. Le petit album, c'est « Dans sa maison, un grand cerf ». Et je recevais une dame âgée qui était atteinte de maladie d'Alzheimer, une dame qui ne parle plus du tout, avec qui nous avions l'habitude de feuilleter des magazines pour regarder des images, pour faire ressurgir des émotions, parce que c'était une dame qui aimait beaucoup feuilleter les magazines. Et ce jour-là, sur le bureau, il y avait donc cet album du grand cerf. Elle le regarde, elle fait un tout petit regard vers l'album, et donc moi je propose de feuilleter avec elle, je m'assieds à côté d'elle, je propose de feuilleter l'album, et je commence à lui raconter l'histoire, et je la vois complètement dedans. C'est-à-dire son tonus n'était plus le même que celui de d'habitude. Elle n'était plus en train d'essayer d'attendre la page d'après ou faire quelque chose avec son corps qui était un peu rigide d'habitude. Elle s'était apaisée,
et elle me regardait, tournait les pages et elle écoutait et elle ressentait tout ce que j'étais en train de lui raconter. Donc je l'ai d'abord raconté, puis j'avais fait une deuxième lecture en chantant le grand cerf, en faisant les gestes, et elle me regardait. Et quand la séance a été terminée, cette dame qui ne parle pas, et ce n'est pas pour me vanter que je vais raconter ce qui s'est passé à la fin, elle a dit « c'était bien aujourd'hui ». Vous imaginez, voilà, l'émotion est encore forte, mais un peu comme l'enfant qui, la première fois, nous fait un petit papa et on lui dit « waouh, c'est beau ». Et bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette magie-là, plus que 5 minutes, j'aurais fini. Cette magie-là, c'est une magie importante qui finalement a commencé dans le ventre de la mère et se continue vie durant. Vie durant, la parole, elle porte des choses, et pas la parole seule, mais la parole avec tout ce qu'on y met autour et tout ce qu'on a construit au fur et à mesure de son élaboration. Pour terminer, je parlerai d'une action que nous menons, nous orthophonistes, depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle « Un bébé, un livre ». Nous allons le 3e jeudi du mois de novembre, dans toutes les maternités de France qui nous acceptent et qui nous accueillent, qui peuvent nous accueillir, raconter des histoires aux mamans et à leurs enfants, aux papas aussi quand ils sont là, et offrir un livre aux bébés qui viennent de naître avec une petite brochure objectif langage pour montrer les liens importants sur la parole, la communication et le rôle des familles dans cet accompagnement-là. Depuis 3 ans, nous avons chaque année 100 lieux où nous pouvons aller raconter des histoires. Et nous avons vu une amélioration de l'accueil, non pas de la part des parents, ils étaient toujours ravis que nous venions leur parler et leur raconter l'histoire du langage, mais des personnels autour qui, tout à coup, ont pris conscience que ça pouvait commencer là. Parce qu'au début, ils nous disaient vous n'allez pas raconter des histoires aux enfants, leur offrir des livres, ils ne savent pas lire. Maintenant, certes, mais ce n'est pas ça qui est important. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc je vais me présenter rapidement. Je vous parle en tant qu'animatrice lecture aujourd'hui à l'association Livre Passerelle. Cette association, c'est une association de lutte contre l'illettrisme et pour la prévention de l'échec scolaire. Et cette association est née d'une expérience auprès d'adultes en situation d'illettrisme, des personnes qu'on appelle des apprenants. Et c'est à partir de leurs témoignages, de la manière dont ils ont livré leur histoire personnelle, leur non-rencontre avec le plaisir des apprentissages et de la langue, qui a fait que ces adultes se sont retrouvés, malgré le fait qu'ils aient passé 16 ans sur les bancs de l'école, se retrouvaient adultes sans pouvoir lire, écrire et compter. Et je me permets... Et donc du coup, quand ces adultes ont été interrogés sur cette marche qui avait été ratée, ils ont pu témoigner que dans leur petite enfance, il n'y avait pas de personnes qui étaient présentes dans leur entourage proche pour se parler, pour se parler de tout, de rien, de choses qui étaient passées, de choses à venir, et puis avoir un temps qui leur soit consacré à eux spécifiquement en tant que petit être. Et donc du coup, tout ce temps qui est construit, dans lequel il y a une composition, un début, un déroulement, une fin, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et ce rapport au temps qui est si important pour pouvoir rentrer dans le langage et construire son rapport qu'on a avec le monde. Donc le pari ce qui fait qu'on est parti pour raconter des histoires auprès des tout-petits, des parents qu'on rencontre en salle d'attente de PMI, dans des centres sociaux, accompagnés de nos valises d'albums constituées d'une petite centaine de livres. Le pari qui est fait par l'association, c'est de se dire qu'on va aller à la rencontre de ces gens qui sont en délicatesse avec la lecture et l'écriture, qui sont en délicatesse avec le fait de trouver le temps de partager ces mots avec l'air tout petit, parce que ces adultes potentiellement en situation d'illettrisme, c'est des adultes déjà en difficulté avec les mots pour la vie de tous les jours, mais aussi en difficulté avec les mots pour présenter le monde à leur enfant. Et si on veut éviter des phénomènes de répétition, pas vouloir se mettre en difficulté face à son enfant, par exemple en ouvrant un cahier d'école, ou même plus tard en lui parlant de ce qui l'environne,
on essaye de faire sa place au temps des histoires. On fait le pari de cette rencontre entre le tout petit, son parent, et le plaisir de rencontrer la langue des histoires. Donc nous, par rapport à cette question de l'oralité, nous, c'est la langue des auteurs, c'est la langue des récits qu'on lit à voix haute. On se fait médiatrice de cette langue-là pour justement ne pas mettre en difficulté l'adulte, mais trouver des interstices dans la vie de tous les jours, des espaces-temps où on peut susciter du plaisir autour des livres et leur donner envie de poursuivre cette pratique culturelle chez eux. Et alors, pour ce faire, donc comme je vous le disais, on part avec cette valise de livres qui est porteuse de nombreux récits. Et cette langue du récit, quand on l'a pas rencontrée avant la petite section pour un petit enfant, il y a une institutrice qui est pas très loin d'ici, à Château-Renaud, qui m'a fait un témoignage par rapport à sa carrière et est-ce qu'elle a pu observer des enfants dans leur rentrée dans les apprentissages, dans la langue. Elle m'a pu témoigner que la langue écrite, quand on la rencontre pour la première fois à l'école, ça peut paraître comme une langue étrangère en fait. C'est vrai que c'est une langue qui a ses codes et qui introduit un vocabulaire, une syntaxe qui est vraiment très différente aussi de ce qu'on peut rencontrer à l'oral. Surtout quand l'oral est aussi fait d'une langue plutôt factuelle, plutôt collée à l'immédiateté, ou des fois avec des gens pour qui c'est compliqué parce qu'ils sont dans des détresses affectives ou une précarité sociale qui fait qu'on prend pas ce temps-là avec son tout petit. Et donc, ce qu'elle me disait, c'était que après, dans l'entrée dans les apprentissages, entre un petit qui a connu les histoires avant et un petit qui l'a pas connu, il y a un bagage qu'on a déjà à la base qui permet après de progresser d'autant plus facilement, entre guillemets, sans que ce soit... C'est très compliqué, ces histoires d'apprentissage. Je veux pas faire de raccourcis, mais voilà, quand on commence à manipuler un livre, à entendre de quoi il est fait, voilà, on part de beaucoup plus loin et forcément l'écart ne se réduit pas pour autant à l'école, mais peut-être peut s'accroître au contraire. Donc nous, quand on raconte aux petits, on n'est pas du tout avec ces ouvrages qui sont pour nous de la véritable littérature et pas du tout consacrés qu'aux tout petits, parce qu'on la partage avec les adultes, on y tient très fort. Et on n'est pas du tout dans une recherche d'apprentissage précoce, parce qu'on est dans des textes qui sont vraiment bien balancés, qui sont très très riches, mais en fait, on ne se soucie pas de savoir si le tout petit, il comprend ce qu'on lui raconte ou pas. Ce qu'on essaye de faire sentir aux familles, c'est que le récit fasse sens sans se soucier d'une compréhension, qu'il y ait un sens à partager ce temps ensemble, mais pas un sens... on n'est pas dans une recherche de comprendre un sens littéral du texte. Et donc, c'est gratuit et on laisse l'enfant prendre ce qu'il en a compris, que ce soit peut-être réduit à notre intention, à cette musique des mots, mais voilà, on s'empêche pas pour autant d'être exigeante dans les sélections qu'on utilise au quotidien. Donc c'est pas rien que de partager la langue comme ça, parce que donc ça passe par le filtre de nos voix, de nos corps, bien sûr. On a chacune notre timbre, un peu notre identité vocale, et c'est pas anodin pour nous, et c'est pas non plus du tout anodin pour le tout petit. On s'en rend compte tous les jours. Déjà dans la lecture, on introduit, comme vous en parliez juste avant, aussi un objet qui permet d'avoir cette attention conjointe ensemble pour pouvoir se tourner tous ensemble auprès des livres. Déjà, on se rapproche et on rentre dans une certaine intimité. On se met à la hauteur de l'enfant. Ce livre vient faire tiers entre le petit, le parent et nous. Et donc c'est vrai qu'il se sent à la fois contenu physiquement parce qu'il est proche de personnes qui le rassurent, et puis psychiquement aussi dans ce temps consacré pour lui, un temps pris ensemble. Alors c'est vrai qu'au début on sent bien cette porosité du bébé. On sent que la frontière entre le dedans et le dehors, c'est vraiment
il est en plein dedans. On sent qu'il est vraiment dans un bain d'émotions. Il est dans plutôt ce langage de l'éprouvé. On voit qu'il est à la fois très très présent. C'est étonnant, les regards des tout petits bébés, ils peuvent nous plonger un peu dans le regard et en même temps, c'est comme si c'était un petit peu flottant. Alors voilà, on fait avec cette présence-là. Et donc, nous, en fait, souvent, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que ce qu'il lit en premier, c'est plutôt nos visages que les livres qu'on lui montre. Hein. Et voilà, il regarde les expressions, il regarde les lunettes, il regarde les cheveux, il regarde nos bouches, nos expressions. Et puis, dans la lecture, il y a un rythme qui est particulier par rapport à la langue plus factuelle de tous les jours. Celle qui, pour ceux qui étaient là il y a 3 ans, Marie Bonafé nous avait parler de cette langue-là, la langue du récit, qu'elle mettait en parallèle de la langue factuelle. Et cette langue de la lecture, il y a vraiment une articulation, une pulsation, une articulation, un débit, voilà, qui est aussi très très stimulant et très interactif pour le tout petit. Donc voilà, au début, c'est la musique des mots qu'il entend, c'est l'intention qu'on y met, et puis le sens, on va le laisser absorber tout ça petit à petit et le laisser les choses faire sens progressivement. C'était Ebelio Cabrero Parra que j'aime particulièrement, qui disait que l'inutile est essentiel au langage. Et je trouve que c'est une belle manière de dire les choses. Donc voilà. Nous, après, quand on raconte des histoires, on se rend bien compte par rapport à cette dynamique de l'échange dans le face-à-face, quand on parle, que quand on lui adresse des histoires, il se met à gigoter beaucoup plus. Dès qu'on s'adresse directement à lui, il gigote et puis il se met à produire des sons. Souvent, on l'entend pas trop avant, et puis quand on se met à lui parler, on voit bien justement cette stimulation qui lui donne envie à son tour de produire des sons. Et en même temps, ça aide aussi, cet objet-là, comme il en existe plein d'autres, c'est à la fois se rapprocher, comme je le disais tout à l'heure, et se distancier, parce que on n'est plus dans un face-à-face, on est dans un regard conjoint vers un autre objet. On comprend petit à petit quelque chose de cet objet-là et de ce qu'il nous dit. On comprend que la personne qui est à côté de nous se fait aussi sa propre histoire ou sa propre interprétation. Donc il y a ces intersubjectivités, les espèces psychiques de chacun qui sont à l'œuvre, et tout ça, ça fait sens petit à petit. Et donc voilà, après, moi je suis pas une spécialiste, une linguiste, mais voilà, on sait que c'est petit à petit que tout se met en place. Alors pour terminer sur la langue du récit et sur la richesse qu'elle a, vraiment tous les horizons qu'on peut explorer à partir de ces albums qui sont là, elle a comme particularité déjà d'être composée. Quand je parlais tout à l'heure du rapport au temps, qui est important pour entrer dans le langage, elle est composée donc d'un début, d'un déroulement, d'une fin. Donc on connaît tous la formule « Il était une fois ». Moi j'aime beaucoup Philippe Corentin, dont j'ai apporté l'album. Par exemple, il est très malicieux cet auteur, et dans « L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau », par exemple, il dit « C'est encore l'histoire d'un ogre, mais celle-là, elle est rigolote ». Donc c'est aussi une manière rigolote de rentrer dans les histoires. Et quand je parle de fin aussi, je vais rebondir sur la fin d'un autre album qui s'appelle Mademoiselle sauf qui peut, un album pendant lequel je vois qu'il y a des têtes qui s'inclinent, il y en a qui connaissent. Il y a un petit chaperon rouge qui terrifie le loup et qui le torture presque. Et à la fin, pour clore son histoire, il finit comme ça. Le loup s'adresse à la grand-mère, le petit chaperon rouge est parti. Il lui dit « Ça y est, elle est partie ?» s'inquiéta le loup. « Mais oui, dit la grand-mère. Pour de vrai, hein ? Mais oui, te dis-je, c'est la fin de l'histoire et puis de toute façon, c'est la dernière page. » Fit le loup, quelle histoire ! Et justement, là, la force de cet auteur, je trouve, c'est que rien que dans les quelques lignes que je viens de vous nommer, on a de l'humour,
qui est quand même aussi quelque chose d'essentiel à transmettre aux petits. On a du présent, on a du passé composé, on a des doubles sens. Et tout ça, voilà, ça fait sens. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on rencontre pas, te dis-je, hein, c'est une formule qu'on utilise peu aussi à l'oral. Donc après, ce que j'ai pas dit, c'est que évidemment pour nous c'est très très saugrenu de la part des parents que de lire à un bébé. Les parents, pour eux, raconter à un enfant qui n'est pas en âge de lire et d'écrire, ça peut paraître complètement. Les parents sont complètement interloqués. Ils nous disent mais voilà, c'est pas de son âge. Vous croyez pas que c'est un petit peu trop tôt? Donc on dépasse cette appréhension-là, ces réticences-là. Mais aussi, après, on va encore plus loin. On ose parler déjà des petits de quelques mois. Et puis après, on ose aussi leur raconter des histoires alors qu'ils bougent. Et on a donc des enfants après qui rentrent dans une période de motricité très, très importante. Une phase pendant laquelle ils sont vraiment dans une intelligence pratique. Il faut qu'ils agissent sur les choses pour pouvoir intégrer petit à petit, psychiquement, de façon des notions abstraites qu'ils intègrent en opérant des choses très très concrètes dans la vie dans leur jeu. Et nous, au contraire, on n'hésite pas à continuer nos histoires. Alors, on n'en fait pas un précepte que de dire il faut toujours lire une histoire du début à la fin. Mais c'est quand même une exigence qu'on se donne en se disant que on est là pour proposer un temps qui est construit, qui est sensé, et puis voilà, qui a du sens dans sa complétude, quoi. Donc on fait avec ça et 5 minutes. Bon, c'est parfait. Donc après, on pourrait faire une conférence entière sur toute la richesse de la langue du récit, mais ce qu'on peut voir, c'est que on y retrouve un vocabulaire différent, une syntaxe particulière, aussi des expériences de vie qui peuvent être similaires à ce que vit le tout petit ou différentes et permettent justement de transposer un petit peu ce qu'on vit, d'avoir d'autres points de vue. J'ai pas parlé des images parce que dans les albums, il y a 2 langages. Il y a le langage du texte et le langage des images qui sont tous les deux complètement complémentaires et très très importants. Il y a aussi cette lecture de l'image qui fait aussi histoire et qui porte un récit également et qui propose des représentations du monde, que ce soit on s'autorise à montrer de la photographie, de la linogravure. Enfin, il y a aussi la richesse des images, mais je vais pas. Comme on est sur l'oralité, je vais plutôt me concentrer aussi sur les histoires. Et donc, cette appétence des mots, en fait, nous vraiment, comme je le disais en introduction, on est dans l'idée de plaisir partagé, parce qu'on pense que s'il n'y a pas ce plaisir pris à partager ces textes, on n'aura pas cette appétence... cette appétience qui donne le goût de rentrer dans ce patrimoine, d'accéder vraiment à la culture. Et c'est aussi parce qu'on aura éprouvé ensemble ce que c'est que entendre des mots, par exemple, qu'on ne comprend pas. Et du coup, on laisse aussi un petit moment de latence s'installer, mais en sécurité. Il y a une période de flottement, de doute, on ne comprend pas les mots, mais voilà, on essaye d'imaginer, on cherche ou on laisse passer comme ça. Et c'est aussi ce rapport-là qui, en l'ayant éprouvé de manière positive et rassurante, qui peut aussi aider le petit plus tard peut-être à rentrer dans les apprentissages, et puis s'il se bute à des choses un peu plus complexes, qui se sentent armés pour pouvoir dépasser ça, d'autant plus qu'adulte, après c'est d'autant plus compliqué. Donc je conclurai en disant que je pense qu'il faut vraiment faire confiance à l'enfant dans sa capacité à pouvoir incorporer petit à petit ce qui fait sens pour lui, mais sans qu'on soit dans cette résistance à vouloir se demander quel livre pour quel âge. Ça, c'est très très récurrent, même entre nous qui dans des comités de lecture, pour quel âge. Alors on essaye de casser un peu les catégories, mais bon, ça reste encore assez prégnant. Et puis, de toute façon, à chacun son entrée dans les mots, quels qu'ils soient, de fonction d'où on vient, de l'état d'esprit du jour,
ce qui s'est passé un peu avant, enfin d'une foultitude de choses. De toute façon, on ne peut jamais se garantir de l'impact que ça a chez la personne. Donc autant être dans cette envie de partage et de faire en sorte qu'on soit aussi dans une culture récitante et que c'est dans les rencontres et dans le fait d'avoir plaisir à le faire ensemble qu'il y a quelque chose qui passe, et il y a un contenu mais il y a une intention, et c'est surtout sur cette intention qu'on se focalise. Bonjour. C'est quand même un très grand mystère de savoir ce que les tout petits, ce que les bébés comprennent de notre parole. Et on peut se poser la question, où vont nos mots quand l'enfant nous regarde aussi fortement alors qu'on lui chante une chanson, ou qu'on lui murmure, ou qu'on lui fredonne quelque chose? Qu'est-ce qu'il perçoit? C'est vraiment un très grand mystère. La tradition orale nous propose plein de petites formes qui n'ont pas l'air de grand-chose, c'est vrai quand on les regarde rapidement, mais quand on les étudie, qui nous donnent des propositions de rencontres. Tu as parlé de compréhension, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand même de rencontres. Alors c'est peut-être ça, par là, que je voudrais commencer. En un quart d'heure, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Comme tout le monde, je vais essayer. Moi, j'ai commencé à raconter avec Bruno de la Salle il y a très longtemps. Et j'ai ressenti le besoin d'enlever les mots, d'aller vraiment à l'origine. Je pense que c'est plus qu'un besoin, c'était une profonde nécessité pour moi de retourner au point de départ, s'il y en a un, enfin ça c'est compliqué aussi. Et finalement, en allant voir les enfants très petits, j'ai découvert beaucoup de choses qui me servent pour raconter aux plus grands. Au tout début, Françoise, tu nous as emmenés dans le ventre de la mère. Tu nous as montré la langue, la bouche. Et moi, je sais aussi, on le sait maintenant, que les enfants commencent à entendre, c'est-à-dire que nous avons commencé à entendre dans le ventre de notre mère, dans le noir, et que quand nos oreilles se sont ouvertes, on était baignés dans un rythme probablement binaire, un rythme à 2 temps. Alors j'idéalise bien sûr, parce que j'entends le battement du cœur, j'entends l'inspire et l'expire binaire. Bien sûr, il y a les glouglous, il y a toute la tuyauterie certainement. Voilà, exactement. Mais ce rythme binaire, cette pression aussi, est quelque chose qui va tellement nous conditionner pendant quand même 5 mois dans le ventre de notre mère, qu'une fois sorti du ventre, une fois dehors, ce rythme-là, on va le reconnaître entre tous. Et moi qui ai la prétention vraiment, ou l'ambition, pas la prétention, de rencontrer les enfants, je me suis dit ça, je vais m'en servir. Un rythme binaire, c'est la berceuse, c'est le balancement. Alors là, c'est fabuleux. Les enfants peuvent être occupés à plein de choses. Quand tout d'un coup monte un bercement, un balancement, en général, l'action s'arrête. C'est plus important. Il faut passer en priorité avec les enfants. Là, c'est prioritaire. Et ça a une vertu plus grande encore, c'est que c'est valable pour nous aussi. Nous, les adultes, quand on entend un bercement, on peut difficilement résister à se mettre en oscillation comme ça. On a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, quand j'ai l'intention de raconter à des tout-petits et leurs parents, ou avec les professionnels qui s'occupent d'eux,
et qu'on chante ensemble un balancement qui peut être aussi simple que bateau sur l'eau et aussi beau que Dodo l'enfant d'eau. À ce moment-là, au lieu d'avoir un enfant et un autre et un autre et un autre encore, là, venus, on ne sait pas pourquoi, eux ne savent certainement pas, eh bien, tout d'un coup, on est ensemble. Oui, c'est quelque chose, ça. On est ensemble dans un même rythme. Ça nous prend. Alors voilà. Si le rythme s'accélère, l'enfant est capable de le discriminer tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, une accélération du rythme? Une émotion? Il y a une histoire, il y a une mémoire là-dedans. Vous voyez, ce sont des mystères. Je ne vais pas vous dire ce que pensent les enfants, j'en serais bien incapable, mais on le sent, on sent la force de ces choses-là. C'est pour vous dire que quand on accélère, par exemple, au pas, au trot, au galop, au galop, au galop, là aussi, il peut y avoir les jouets, la piscine à balles, tout ce que vous voulez dans une crèche. Rien n'est plus fort que ça. Les enfants sont suspendus. C'est plus fort. Alors, je ne vais pas l'interpréter, mais ça, je l'ai vérifié. Donc, un enfant, sur quoi m'appuyer quand les mots ne sont pas... Tu vois, les mots ne portent pas encore leur sens. Eh bien, sur le rythme. Et là, Bruno, hier, vous parliez du début du récit. Qu'est-ce qu'un récit? Mais moi, je pense que c'est du temps. C'est une temporalité. Un rythme régulier. Et tout d'un coup, il est brisé. Une surprise. Oh, ça, là aussi, les enfants n'ont pas encore les mots, mais ils sont avec moi. Ils étaient dans le rythme. Et puis tout d'un coup, paf, je l'ai cassé. Alors là, ils sont étonnés. Vous voyez, voilà. Et ça, c'est le début, pour moi, du récit. Est-ce qu'une histoire, c'est pas ça? Un jeu de doigts. La-la, 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 guili, guili, guili. C'est ça. C'est une histoire. C'est du temps, c'est du rythme et une surprise. Alors, là, on tient quelque chose qui est sous les mots, vous voyez, des structures sur lesquelles se reposer. Parce que nous, ce qu'on essaye, c'est d'être ensemble. Je ne vous dis pas être compris, c'est compliqué ça, mais se rencontrer, c'est un rendez-vous. Là, je t'ai eu. Là, je t'ai eu. Hein, et ça, c'est valable, ça, c'est concret. Ça, vous voyez, c'est sûr. Je vous donne un jeu que la tradition orale, alors, qui est très très répandue dans le monde, j'en suis toujours étonnée, c'est Bélier Boum. C'est un jeu qu'on peut faire très très tôt. Bélier, l'adulte appelle l'enfant. L'enfant, c'est ma main. Hein. Bélier, bélier, boum. Non, je l'ai mal fait. Bélier, bélier, boum. Au moment précis où les fronts se rencontrent, on dit boum. Et la répétition de ce jeu, avec un enfant de 4 mois, 5 mois, on est quand même très tôt. Bélier, bélier, boum. Bélier, bélier, boum. Et je le rejoue, et à un moment donné, très souvent, presque tout le temps, bélier, bélier, c'est sa petite tête qui avance vers moi. Vous voyez? Là, j'ai l'impression, tu vois, de solide, d'une vraie rencontre, et qui est forte, parce qu'elle va pouvoir se développer, vous voyez. Y a des, et bélier, bélier, boum, c'est Boogie Boogie Drix, en Pologne, je crois. Je l'ai récolté en Pologne comme ça. Topa, topé, topé, ou topa carnerito. Enfin, on le retrouve vraiment partout, ce jeu qui va très loin, en fait. Donc, vous voyez, ce récit, c'est déjà un petit récit. Et moi, j'ai l'impression qu'un récit, c'est du temps. Et c'est une rupture, une surprise, un enjeu, du coup, forcément. Alors maintenant, là, c'est juste un jeu, mais peut-être que je n'ai pas le temps d'en faire plus. Mais il y en a beaucoup qui sont basés comme là-dessus. Et on a l'impression, donc, d'être ensemble. Maintenant, je vais vous parler de la main. Et j'aimerais bien, si vous voulez bien vous prêter au jeu, mais comme on est ensemble dans un univers de contes, j'aimerais bien qu'on regarde notre main
moi, je vais la regarder moins que vous, mais faites pas comme moi, parce que moi, j'ai regardé mon papier. Mais regardez votre main, essayez de vous dépayser, essayez d'imaginer que vous êtes tout petit à l'intérieur de cette main, et cette main serait un paysage ou autre chose. Et je vais vous lire, pendant que vous regardez cette main, j'espère que vous la désobjectivez. J'aimerais bien vous lire ce que des stagiaires... Vision, parce que dans mes stages, on fait ça. Tu ne me dis pas que c'est encore 5 minutes? Oh non. Merci. Regardez ce qu'on voit, et peut-être ça vous aidera à former vos propres images. Les colonnes d'un temple. Là, c'est pour Magda. Dédicace. Une étoile. Les barreaux d'une prison. Des bambous. Alors les bambous, vous voyez les anneaux? Vous voyez aux articulations les anneaux des bambous? C'est fort quand même. Hein. Alors là, une armoire avec des étagères, bien rangées, bien entendu. Des cils. Là, on passe en gros plan. Un nid, et on devine les brindilles au fond, un peu. Des chemins qui ne mènent nulle part. Là, c'est arrivé à Vendôme pendant notre stage. Des chemins qui ne mènent nulle part. La peau du lait. Les joues de ma grand-mère. Des vêtements qui pendent du fil à linge. Un tapis avec des franges. Vous voyez les franges. Un étang. On voit souvent beaucoup d'eau. Je les ai peut-être un peu moins notés, mais des ruisseaux, un étang, la mer. Un étang. Une vallée. Le Grand Canyon. Alors là, il faut remonter les doigts pour avoir l'aplomb de la falaise. Des arbres et la clairière. Alors, des casseroles empilées dont on voit les manches comme un escalier à vis. Ah ouais, non mais attendez, on est dans l'oralité. Un chemin creux. Alors, un berceau, alors là, on va creuser la main, et toute une famille en admiration, ce sont les doigts penchés sur le bébé. Et alors, pour terminer dans une oralité de circonstances, des petites saucisses cocktail. Mais tout ça, c'est pas moi qui l'ai vu. Hein. Mais une fois qu'on a vu ça, on a du mal à voir autre chose, c'est vrai. Ça efface un peu tout le reste. Bon, cet exercice qui parfois est pénible, quand il s'agit d'utiliser le corps tout entier de l'autre pour créer le... C'est déjà 5 minutes? La vache. Donc, bon, j'ai compris. Hein. Quand on... Bon, alors il va falloir prendre des raccourcis. Le corps. Alors, je vais vous dire que on va passer directement. Donc ça, c'est pas une projection, vous voyez. C'est que tout d'un coup, la main se transforme. Donc, si vous voulez, on se rend compte que la comptine, que toutes ces petites formes, si on a le point de vue du conteur, qui est le nôtre ici en majorité, eh bien, on a l'intention que ces petites comptines racontent quelque chose, ne soient pas simplement des rimes, un air, et pif, paf, terminé. Vous voyez, on investit l'image, y compris du jeu de doigts. Je vous donne quelque chose dans la main de l'enfant. Là, on est aussi dans l'oralité, et elle est tellement simple. Voyez la tranche de pain de campagne. Vous osez plus dire non. Alors, je coupe du pain, j'étale du beurre, je mets plein de confiture, plein. Quand je demande à quoi? À la fraise, c'est toujours à la fraise. Donc je mets plein de... C'est drôle, hein?
et je mange la tartine. Miam, 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 miam. Donc ça je le joue dans la main d'un enfant. Vous voyez, c'est tout simple, tout simple. Et quand il vous fait le cadeau de vous offrir sa main, de vous tendre sa main, et qu'on coupe cette toute petite tranche de pain, qu'on étale le beurre, voilà, etc. Et puis après, je suis vache, je rabats sa propre main sur son museau. Miam, 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 miam. Alors ça c'est... Il n'est pas grand, hein, il a 1 an. Il est un peu dans les mots, oui, mais pas beaucoup de mots. Mais quand même, il a peut-être moins d'1 an. Ça, ils ne donnent pas tous leurs mains avant, mais bon. Et vous voyez, je vous raconte ça pour vous expliquer que nous qui avons l'habitude de le faire, il n'est pas rare qu'après un jeu pareil, on passe, nous, à autre chose. Mais l'enfant, lui, il continue à regarder sa main. Qu'est-ce qu'il regarde? Un mystère encore. Est-ce que la tartine y est encore? Est-ce qu'elle y est plus, justement? Vous voyez? Mais sa main, c'est été le support d'une histoire. Ah d'accord, elle est brève. Est-ce que c'est une histoire? Bon, on va pas chipoter. Enfin, on chipotera plus tard si j'avais plus de temps, mais bon. Ce qui est important, si vous voyez, c'est que là aussi, il y a un rendez-vous avec quelque chose de symbolique. La main est devenue une tartine. Alors, ça ne vous étonnera pas que voilà une petite bonne femme. Puis voilà sa poule. Et puis quand elle fait sa petite omelette, alors son réchaud, il est pas grand, hein. Il est là. Et quand elle met son omelette à refroidir sur la fenêtre, je ne sais pas comment faire, c'est là. Vous voyez, c'est là. Vous voyez comme les histoires peuvent arriver sur le corps. Et en fait, moi, je suis partie de l'idée que les livres, c'est une invention très récente dans l'histoire de l'humanité, enfin l'imprimerie, si vous voulez. Le fait que beaucoup de gens sachent lire est encore plus récent. Le fait qu'il y ait des livres pour enfants, c'est encore plus récent. Qu'il y ait des gens magnifiques qui fassent des lectures, encore plus récent. Et que la tradition orale, elle est porteuse de cette expérience narrative, mais qui passe par le corps, c'est sûr. Mais c'est sûr. Et vous ne pouvez pas savoir comme on découvre des correspondances. Vous voyez, on découvre à quel point le corps est le support. Ouais. Alors après, on descend du corps et on va dans l'espace. Dans l'espace, pas là, ni là, ni là, ni là, dans l'espace qui est là. C'est-à-dire que le support du corps, le corps devient l'espace qui comprend les enfants. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, je vais raconter à un groupe d'enfants comme si je ne racontais qu'à un seul. Parce que, vous voyez, c'est comme un corps. C'est-à-dire que la petite rivière qui coule et qui fait des chatouilles à la fin de mon jeu de doigts, eh bien, je vais retourner au corps de l'enfant parce qu'il va en avoir besoin. On ne peut pas partir loin, on ne peut pas partir haut, vaste. Et à un moment donné, il faut revenir au corps, vous voyez. Tout ça, c'est un peu court, mais voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être un jeu de doigts. Ou une histoire, petite histoire. Est-ce que c'est une histoire? Mais bon, juste une petite histoire. Bonjour, je suis la petite souris. Je suis très forte. Je n'ai peur de rien. Alors là, avec le micro, il faut passer au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Ah, si, j'ai peur du chat. Bonjour, je suis le chat. Je suis très fort, je n'ai peur de rien. Si, j'ai peur du chien, je me sauve. Bonjour, je suis le chien, je suis très fort, je n'ai peur de rien. Si, quand même, j'ai peur de la maîtresse. Bonjour, je suis la maîtresse. Je suis très forte, je n'ai peur de rien. Si, j'ai peur des souris. Alors, je pense que
vous êtes comme moi enchantés par tout ce que vous avez entendu ce matin. Vous m'entendez pas? Si. Et j'ai écouté, parce qu'on m'avait un peu dit, toi tu feras une synthèse, alors j'ai essayé d'écouter comme un enfant. Et donc je vais essayer de vous restituer un petit peu comme un enfant. Et alors d'abord quand même il faut que je vous dise, parce que dans le livret il y a marqué essentiellement je suis la fille de ma mère, c'est vrai, mais je suis aussi la fille de mon père, et ce qui est quand même très intéressant et important, mais c'est surtout mon métier. Mon métier, je suis médecin et je suis aptothérapeute, aptopsychothérapeute, ça veut dire que je pratique l'aptonomie qui se définit comme étant la science de l'affectivité. Alors, M. Velleman, qui a inventé l'aptonomie, a dégagé dans ce magma qui est un être humain et son appareil psychique, quelque chose qu'il a appelé l'affectif avec un grand A, c'est-à-dire tout ce qui nous meut, tout ce qui nous émeut, tout ce qui nous fait associer, sentir, penser, regretter, être triste, être heureux, aimer, détester, mais aussi s'engager. Parce que l'engagement, c'est essentiellement une chose affective. Parce qu'il y a des tas de causes. Si on était raisonnable, on irait s'enchaîner tous les matins devant tous les ministères, tellement il y a de raisons de s'indigner. Qu'est-ce qui fait que nous choisissons une cause plutôt qu'une autre? C'est affectif. Alors, cet abord de l'être humain par la vie affective permet de ne plus le couper en deux avec le corps d'un côté et l'esprit, le psychisme de l'autre, mais comme une globalité. C'est dire si j'étais contente d'entendre ce qui se passe à propos du corps. Et ça repose sur une connaissance très fine du système nerveux et de qu'est-ce qui se passe dans nos cellules, dans nos fibres nerveuses, en fonction de l'état affectif dans lequel nous sommes. Donc, avec l'aptonomie, on peut accompagner les humains de leur conception à leur mort. Donc, dans mon travail quotidien, je m'occupe beaucoup d'enfants avant leur naissance, mais aussi d'adultes, d'adolescents, d'enfants de gens de tous âges. Donc, j'ai ce grand privilège de me promener en compagnie d'humains de tous âges, d'un bout à l'autre de la trajectoire. Et ça, c'est une grande chance. Et avec des gens qui vont très mal, certains de mes patients sont des malades qui sortent et qui rentrent de l'asile psychiatrique, et avec des gens qui vont très bien. Et quelquefois, on s'aperçoit que ce n'est pas si différent que ça l'un d'autre. C'est ça qui est intéressant. Alors, à quoi ça m'a fait penser, tout ce que j'ai entendu ce matin avec Délice? Ça m'a rappelé d'abord que tout vivant cherche à protéger sa vie. Le brin d'herbe, il cherche à pousser entre les dalles de béton. Et donc, plus on avance chez les vivants, plus ce désir de préserver la vie est complexe. Et nous, les humains, nous sommes des mammifères. Mais nous sommes le seul mammifère qui parle. Alors, dans ce qu'on a entendu ce matin, c'était intéressant, la trajectoire de l'arrivée de la bouche chez l'enfant, mais l'arrivée de la parole chez l'humain, elle est venue par le talon. C'est parce que nous nous sommes mis à marcher qu'on a posé notre pied autrement, ça a changé tous les axes, et le trou occipital a changé de place, et ça a libéré le larynx. Et c'est comme ça que chez les humains est arrivée la parole. Et avec la parole, il fallait inventer quelque chose qui aille avec la parole, parce que avoir la parole, ça fait de nous des êtres imaginants, et des êtres, évidemment des êtres pensants, mais les animaux pensent à leur façon, mais imaginants et symbolisants. Ça veut dire chercher ensemble des signes qui nous réunissent. J'ai entendu aussi ça parler ce matin, d'être ensemble. Donc l'être humain est un mammifère compliqué parce qu'il est imaginant, pensant, se souvenant, symbolisant, et qu'il est programmé pour vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il a des préoccupations grégaires, de troupeau, et en même temps, tout le temps, il cherche son individualité. Alors ça le met tout le temps en contradiction. On pourrait dire que le signe qu'on est un humain, c'est le signe qu'on est plein de contradictions. Là, on dit « Ah oui, c'est vrai, je suis un humain ». Bon, déjà, c'est rassurant. Alors, on est pris dans deux continuums. Il y a le continuum du temps, qui a été déjà évoqué ce matin, je vais y revenir, c'est-à-dire que ce que nous avons perçu dans notre vie fœtale reste extraordinairement prégnant. Alors, je peux en dire un mot maintenant. On a, dans la vie fœtale, il y a cette histoire de l'arrivée du son, de la bouche qui ressent, mais il y a l'arrivée des perceptions en tant qu'elles ne sont pas encore dans le tympan comme des vibrations de tympan, mais des vibrations de tout le corps. L'enfant in utero, bien avant d'avoir de l'audition, c'est-à-dire vers la fin du 2e trimestre de la grossesse, l'enfant entend avec
tout son tissu méso-endoblastique. Je vais vous en dire quelque chose, parce que ça, c'est très amusant. C'est-à-dire que ça vibre en nous. Tous les sourds ont été vibrants en entendant la voix de leur papa, de leur maman, etc. Et ils ont été pris dans ce concert de sons. Alors, il y a le rythme binaire, il y a la respiration de la mère, il y a son souffle, il y a aussi les changements d'hormones, parce que les hormones ont un goût. Donc, une mère qui entend quelque chose qui lui fait plaisir ou une chose qui l'angoisse, elle n'a pas le même goût. Son liquide amniotique change de goût. Donc, on est dans un continuum de perception. On est imbibé par des voix, des sons, par une langue. On entend la langue dans notre chair bien avant. Et c'est pour ça que je pense que le balancement est une chose si familière, parce que tous les fœtus se balancent imperceptiblement sur le souffle de leur mère. Tous. De droite à gauche. Puis on peut leur apprendre qu'ils peuvent faire d'autres balancements et ils peuvent les mémoriser et puis après les proposer. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut penser que cette histoire de l'être ensemble et de la connivence, parce qu'il y avait de la connivence quand Agnès disait « je t'ai eu ». Alors, pourquoi c'est agréable « je t'ai eu » ? C'est parce qu'il y a un je qui s'amuse d'avoir eu l'autre, mais il y a un l'autre qui est d'accord pour avoir été eu. Et c'est ça la connivence qui est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a du lien. Donc, nous sommes ces mammifères qui sommes pris dans des sons. Et je me disais en vous entendant, mais il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé ce matin, c'est le placenta. Et c'est dommage parce que je pense que le placenta, c'est le premier conteur. Parce que le placenta chante. Il y a le binaire de la mère, mais le placenta, il chante, il fait un petit truc comme ça. Et ça varie en fonction de ce qui se passe pour la mère. Et il y a des enfants qui sont tellement intéressés par le son du placenta qu'ils veulent mettre leur oreille dedans. Certains font l'hypothèse que certains enfants naissent par le siège parce qu'ils ne veulent pas lâcher le placenta de leur oreille. C'est intéressant. Parce qu'en fonction de là où est le placenta, on ne l'entend pas de la même façon. Donc c'est le premier compteur, je crois. Donc, et moi, en ce moment, j'accompagne un couple qui attendent leur deuxième enfant. Et pour chaque enfant, le père a un poème de Victor Hugo, parce qu'il est fondu de Victor Hugo, cet homme-là. Et pour chaque enfant, il cherche un poème et il le lui dit in utero. Et l'enfant réagit, bien sûr. Alors, il y a cette polysémie. Il y a aussi, sans doute, c'est ça qui nous fait... on peut dire quelquefois que il y a toujours, dans le fait d'aimer, il y a une notion de reconnaître. Parce que dans ce continuum du temps et de la peur, parce que le grand sentiment des humains, c'est la peur, tout le temps. Elle est là sous-jacente, on la voit bien dans les contes. Le deuxième grand sentiment, c'est la jalousie. Pas la jalousie amoureuse, ça c'est de la gnognotte. La jalousie de la vie même. Bon, c'est qui fait que certains parents sont jaloux de leurs enfants. Donc cet humain mammifère en quête de sens plus que les autres mammifères et d'un sens beaucoup plus sophistiqué que les autres parce qu'il a la parole. Ça a été bien dit ce matin, tout fait sens, le son, le souffle, l'intonation, tout fait sens. Et à travers cette quête de sens, il y a reconnaître quelque chose que je connais et qui m'est familier. Et c'est pour ça que je suis toujours... très navrée quand les parents me disent « Ah ben oui, je fais ça comme ça avec mon enfant » parce qu'on en a l'habitude. Mais les habitudes, elles sont extrêmement intéressantes en tant qu'il faut les changer. L'habitude devient intéressante quand on dit « on va changer d'habitude ». Parce que là, ça nous parle de qu'est-ce que j'accepte de lâcher et qu'est-ce que j'accepte de reconnaître comme nouveau. Donc nous sommes dans ce continuum de notre temps qui nous pousse toujours à aimer retrouver des choses anciennes, dans les sons, dans les odeurs, dans les goûts. Les goûts sont très forts aussi. Et je pense que quand une maman lit à ses enfants aînés et que le bébé est dans son ventre, le goût de son liquide amniotique change. Et par exemple, en Allemagne, à une époque, il y avait du ketchup à la vanille. Eh bien, 30 ans plus tard, ils ont pris une grande masse d'individus, ils ont fait choisir entre différents ketchup. Tous ceux dont les mères mangeaient du ketchup à la vanille ont choisi le ketchup à la vanille. Mais oui, c'est très prégnant tout ça. Donc, vous voyez, dans le conte, dans la parole, il y a beaucoup plus que de l'audition. Alors, il n'y a pas de vision in utero, quoique si on met une lumière très forte à la fin de la grossesse, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a été dit encore ? La question de l'affectif et des tonus. Alors, dans ce mitraillage de perception dans lequel nous sommes en permanence, parce que là, si on ne faisait pas attention, c'est-à-dire, si on ne faisait pas attention à faire un tri, on serait tout en train de penser, nous, à nos boucles d'oreilles, notre bague, on sentirait tout ça. Il y a des gens qui ont cette pathologie-là. Donc, ce tri qui nous vient de l'intérieur et de l'extérieur, parce que nous sommes des mammifères
et que pour nous, trouver du sens est la chose la plus importante de notre vie. Tout le temps, on cherche du sens, tout le temps, dans le sens, est-ce que ça me rassure, est-ce que ça m'inquiète? Ça, c'est le premier sous-jacent du sens. Eh bien, dans ce continuum-là, là, j'ai perdu mon continuum. Qu'est-ce que je disais? Je cherchais du... Hein? Oui. Voilà, le tonus du corps. Voilà. Le sens affecte notre tonus. Le système nerveux qui commande la vie affective, il a ses propres fibres pour conduire le tonus. Et son propre petit système dans chaque fibre de chaque muscle de vous et de moi. Le tonus va changer en fonction de ce que nous éprouvons et de l'indice affectif que nous y mettons. Alors là aussi, ce grand tri, c'est très intéressant ce qui a été évoqué, c'est-à-dire on cherche à créer de l'être ensemble. Et en même temps, on sait bien que pour tous, nous ici, si on envoie un son, il aura un sens différent. Et pourtant, comme nous avons été éduqués, en dehors de ce sens affectif dans ma vie, la première fois que j'ai entendu cette cloche, ma mère était en train de me dire ça, ou bien je venais d'apprendre la mort de mon père. Donc pour moi, effectivement, cette cloche, bon. Mais dans ma culture, dans mon village, dans mon école, cette cloche a un autre sens. Donc il y a déjà une superposition de ces deux sens. Et donc quand on est un groupe et qu'on se parle derrière les mots, derrière ce qu'on entend, il y a cette espèce d'ajustement permanent du sens du groupe, comment le groupe va pouvoir fonctionner ensemble, en tenant compte des sens individuels de chacun. Et ça, quand on parle à des enfants, quand on lit des histoires, c'est extrêmement important d'essayer de sentir ce qui, chez un des petits auditeurs, va être blessant. Ça, je pourrais en dire tout à l'heure dans la discussion, dans ce qui concerne ma vie d'auteur pour enfants. Alors, l'affectif... Il faut savoir que vous avez des muscles partout, c'est-à-dire qu'autour de chaque vaisseau sanguin, pour que votre sang circule, il y a des muscles. Et ces muscles-là, tout petits qu'ils sont, ils vont se dilater quand vous êtes en sécurité ou ils vont se crisper quand vous avez peur. C'est-à-dire que tout votre réseau sanguin, ça veut dire votre réseau respiratoire, il va se resserrer ou il va se dilater. Alors, Agnès a commencé en disant « Où vont nos mots ?» Nos mots vont dans la chair. Et la chair, ça n'est pas le corps. On l'entend très bien quand on dit « cet enfant est la chair de ma chair ». Tout le monde partage suffisamment de sens pour entendre ce que ça a d'affectif. On ne dirait pas « cet enfant est le corps de mon corps ». Ça ne voudrait rien dire. Donc la chair et le corps, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, ils sont indissociables. Alors la chair, c'est le corps en tant qu'il est celui de quelqu'un qui mémorise depuis qu'il est petit, qui cherche du sens depuis qu'il est petit et qui a emmagasiné des strates et des strates et des strates de perception affectée de sens. Ça me plaît, ça me plaît pas, ça me rappelle ma grand-mère, etc. Cette espèce d'énorme magma qui nous constitue, qui est plein de souvenirs non conscients, de traces mnésiques et qui va réagir en entendant, en écoutant, en parlant. Alors, c'est intéressant aussi donc, il y a un grand tissu. Quand nous étions dans le ventre de nos mères, nous avons tous été des lasagnes. Je suis désolée de vous rappeler ça, mais c'est vrai. On a été des lasagnes pendant 21 jours. Et après, notre programme génétique nous a dit « vaudrait mieux quand même que tu prennes forme humaine ». Bon, d'accord. Alors, on commence à s'enrouler. Et ça commence par la tête et ça se termine par en bas. Alors, quand on était des lasagnes, il y avait la tranche d'en haut qui va donner juste les neurones et l'épiderme. Et puis, il y avait la tranche du milieu. Écoutez bien tout ce qu'elle donne. Les os, les muscles, les articulations, le poumon, le cœur, tout ce qui est respiratoire. Beaucoup d'organes internes qui sont sécréteurs de neurotransmetteurs. Bon. Et puis, la petite tranche d'en dessous, l'endoblaste, il va donner essentiellement l'appareil génital et les surrénales et des épithéliums internes. Bon. Donc, cette tranche du milieu, le mésoblaste, elle est formidablement importante parce que ça, c'est le tissu de haute mémoire. C'est là où, à 21 jours, quand le cœur bat, ça se coince quand on a peur et ça se dilate quand on n'a pas peur. Et quand on a fini de s'enrouler au 28e jour, et c'est un monde entre la fermeture de la tête, 21 jours, la fermeture du bas, 28 jours, c'est un monde au niveau du fœtus. Eh bien là, tous les deux grands tissus se raboutent pour créer ce grand tissu auquel vous vous adressez chaque fois que vous parlez à quelqu'un, qui est l'endomésoblaste. C'est lui qui se ferme et c'est lui qui s'ouvre. Et c'est là que les mots s'inscrivent.
Alors, vous pouvez vous amuser ce soir, ou on peut le faire ici tout à l'heure. Vous voulez faire une petite expérience ? Posez vos machins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que cette région-là, le contenu de notre bassin, qui dans notre culture était évidemment d'abord référé au sexe, parce qu'on est une époque d'obsédés sexuels, et aux émonctoires. Donc, soit c'est sale parce que c'est sexe, soit c'est sale parce que c'est pipi caca. Mais on ne passe pas notre vie à faire l'amour et aller aux toilettes, que je sache. Et il se trouve que c'est de là que viennent les grandes impulsions qui vont ouvrir l'esprit ou fermer l'esprit. Si on a la base fermée, on ne peut pas entendre, on ne peut pas assimiler. Alors maintenant, ouvrez vos bases. Ça veut dire percevez les autres autour de vous. Ça veut dire percevez, soyez attentifs à ce bel espace plein d'histoire dans lequel nous sommes. Il y a des gars, il y a très longtemps qu'ils ont fait ça. Donc percevez tout ça. Et maintenant, chacun dans votre langue maternelle, répétez-vous en boucle le mot « oui ». Allez-y, en vous-même, oui. Et maintenant, en rupture, quand on est Agnès, le mot « non ». Soyez non. Et maintenant, remettez-vous dans le oui parce que c'est mieux. Vous avez senti ce qui se passe ? Non ferme. Alors ça veut dire quand la base se ferme, quand ce qui dit, quand le mot qui rentre dans la chair ferme, il nous met dans l'immobilité. La vie, c'est le mouvement. Donc, parce que dès qu'on est vivant, on est dans l'échange. Tout en nous est mouvement et échange. Donc le non nous ferme à l'autre et fige tout. Donc on peut fonctionner, moi je cherche comme ça, est-ce qu'il est en état de non ou est-ce qu'il est en état de oui ? L'état de oui, c'est l'ouverture, c'est l'échange, c'est la capacité de se mouvoir, de changer d'habitude. Alors, s'il me reste 2 minutes, qu'est-ce que j'avais encore ? Je voulais parler un petit peu de la verticalité, parce que la verticalité, c'est la conquête de l'espèce humaine, mais c'est aussi la conquête de chaque individu. Chaque nouveau-né peut, et même les prématurés peuvent le faire, peut découvrir qu'il dispose de sa verticalité à condition qu'un autre humain la lui fasse découvrir. Un même bébé qui va se tenir assis ou debout dans ma main, un nouveau-né ou un tout petit, si je le pose sur un lit, il va s'avachir comme ça. Parce que cette chose qui est en lui, elle lui est donnée par un autre. Et ça, c'est toute l'histoire des humains. Nous sommes pleins de choses que nous découvrirons jamais si un autre ne nous permet pas de les acquérir. Hannah Arendt disait « Nous sommes des êtres de commencement ». On peut faire 2 heures ou 3 heures là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes des êtres de commencement. Mais entre autres, ça veut dire que chaque enfant qui arrive au monde va inaugurer. Mais pour inaugurer, il faut que sa capacité d'inaugurer lui soit transmise. C'est ça le paradoxe des êtres humains. Pour que l'enfant puisse créer, il faut lui donner et faire ce pari qu'il est capable d'inaugurer, et c'est-à-dire faire de l'humain un horizon. Alors, la verticalité, c'est cette première grande émotion esthétique qui fait que l'enfant, tout d'un coup, a les yeux en face des trous. Et quand les yeux sont en face des trous, notre cerveau travaille tout à fait autrement. Et ce sentiment de la verticalité donne à l'enfant son humanité. On lui signifie déjà là, tu es un humain, avec tout ce que ça veut dire, de ce qu'il faut acquérir et ce à quoi il faut renoncer pour partir de petits spécimens de l'espèce mammifère à un être humain qui va assumer ses valeurs d'humanité. Alors, cette verticalité donne un sentiment de force. Elle est aussi organisatrice du chaos, parce que c'est un chaos de perception chez un nouveau-né. Elle, déjà, lui fera sentir que lui aussi, il aura une voix. Et elle le met dans cet essentiel que nous sommes construits entre 2 axes.
il y a l'axe, ça a été un peu évoqué ce matin, il y a l'axe dur de la colonne qui a une polarité, puisque tout est mouvement, la polarité de l'axe, de la colonne, elle est comme ça. C'est l'axe aussi qui permet d'envisager de marcher un jour. Et puis, il y a l'axe du besoin, qui est l'axe de l'oralité, de la bouche à l'anus, mais qu'on pourrait appeler aussi l'axe de la peur. Parce que dès qu'on a peur, ça se ferme là, ça serre le kiki, ça serre le ventre, il y a tous les mots, etc. Ça serre la base. Donc, à travers la base, ça diffuse partout en nous, la peur. Donc, entre cet axe de la verticalité humanisante et l'axe de la peur, qui est dans l'autre polarité, on est déjà dans cette contradiction très intéressante qui est le signe de notre humanité. Et entre ces deux axes, vous savez qu'il y a un carrefour incroyable ici. C'est le carrefour où, à chaque fois que nous avalons, l'épiglotte vient se mettre de notre trachée pour qu'on ne mette pas la nourriture dans les poumons. C'est un truc incroyable. Je ne sais pas qui a inventé ce système-là, mais c'est d'une complexité. C'est pas raisonnable comme système. Mais ça veut dire que si... Oui. Ça marche. Pas toujours. Et donc, ça veut dire aussi, si on reprend une terminologie là de Françoise Dolto, que nous sommes tout le temps en train de choisir ce que nous allons privilégier en nous, le désir ou le besoin. Alors, l'axe de la respiration, parce que c'est un troisième axe. Alors, on peut aussi dire, il y a aussi l'axe respiratoire, dont on parle souvent. L'axe dur, l'axe mou, puis l'axe respiratoire. L'axe de la respiration, c'est l'axe de la parole, de l'air, c'est l'axe du désir. Et l'axe de la bouche qui digère, c'est l'axe du besoin. Et entre désir et besoin, entre cette nécessité de dépasser ce qui est du besoin pour devenir un humain, eh bien, se joue toute la contradiction humaine. Par rapport à l'acquisition de la parole, j'ai quand même connu une petite fille dont les premiers mots ont été « Je ne sais pas pourquoi, Isabelle, mais j'ai l'impression qu'à la fin du déjeuner, tu vas me donner un bonbon. » Alors, n'oubliez jamais ça. Il y a bien longtemps qu'on parle dans sa tête avant d'oser parler avec sa bouche. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire là pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci infiniment pour ces 4 interventions qui, je suppose, vous auront donné envie de rebondir ou de questionner ou peut-être de préciser des choses. Alors, on a Aurélie avec un micro HF qu'elle peut faire passer dans l'assistance. Et évidemment, n'hésitez pas, il faut que quelqu'un se lance. En général, c'est toujours comme ça. Et bien voilà, magnifique. Marie est là, qui va... Merci. Je voudrais poser une question sur quelque chose que j'ai entendu il y a 1 ou 2 ans. Une éducatrice de jeunes enfants sur l'île qui me disait, et ça m'a perturbée parce que je ne connais pas, elle me disait que maintenant il y avait une nouvelle méthode dans les crèches qui s'appelait le parler bambin. Ah oui. Et ça m'a vraiment... donc je lui demandais ce que c'était pour elle le parler bambin. Et elle me disait que c'était vraiment une méthode extraordinaire parce que ça... En fait, les enfants, justement, qui n'avaient pas accès, qui étaient vraiment extrêmement socialement défavorisés, en fait, on les prenait, et avec cette méthode, on les prenait de manière individuelle, et on leur parlait, et du coup, ça leur permettait de parler. Et je suis restée interdite parce que je me suis dit, mais sinon, avant, tu parlais pas, tu lui parlais pas à l'enfant. Et je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui, il y avait besoin d'une méthode pour parler, et qu'est-ce qui faisait qu'une jeune éducatrice d'une 20aine d'années avait besoin d'une méthode. Alors je peux pas je la conteste pas parce que je ne la connais pas, mais ça me questionne. Donc est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Alors moi je veux bien répondre par rapport à parler bambin parce que c'est un programme, c'est quelque chose qui est tiré d'une expérience qui était très intéressante au départ. Sont les observations que font les médecins, les orthophonistes, les éducateurs, les enseignants sur le besoin d'interaction pour donner du langage aux enfants. C'est parti d'une autre observation qui, là, est plus peut-être fermée,
qui est de dire à l'école, les enfants arrivent à l'école et ont des difficultés d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire. Et donc, du coup, le parler bambin, qui partait peut-être d'une bonne intention, et moi, je vais me permettre de critiquer le programme, eh bien, c'est devenu un programme. Et je vous montre ce que c'est que le programme Parler bambin. Donc, j'ai mon livret, première page. Regardez l'enfant. Ouvrir le livre. C'est vrai, c'est vraiment comme ça. Hein. Montrer l'image à l'enfant. Ah oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est un programme, il faut regarder étape par étape. Nommer en pointant. Or, c'est devenu quelque chose qui, comme vous le disiez, est normalement naturel. A-t-on besoin d'un programme pour apprendre à parler aux enfants? Non. L'intention de dire, attention, dès le départ, il faut parler aux enfants. Rappelons-nous l'importance de tout ça. Ben, cette intention-là était bonne, mais ce que c'est devenu, c'est moins bien. D'autant plus que ces programmes sont commerciaux maintenant. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient, voilà, notre bon sens qu'on partageait, et puis c'est devenu quelque chose de commercial. Mais votre interrogation est importante. Que faisaient les éducateurs avant? C'est-à-dire que on n'a pas besoin de nous le dire, ça fait normalement partie des choses qu'on sait faire, et c'est pas tous pareil. Et c'est pas, surtout pas parce qu'on va faire quelque chose de programmé pour ces enfants-là qu'on imagine démunis, qu'on va leur donner ce qu'il faut, parce que moi, en tant qu'orthophoniste, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'enfant, il appartient aussi à sa famille. Et que ce n'est pas les autres qui doivent tout seuls lui donner les mots, c'est sa famille aussi. Et que s'il a peu de mots, peu de façons peut-être d'utiliser le langage, ce n'est pas pour ça qu'il ne communique pas. Mais pareil, on pourra en parler pendant de nombreuses heures. Du coup, pardon, je me permets, je sors de mon rôle. J'ai assisté il y a peu de temps à une formation donnée à des assistantes maternelles sur la lecture avec un livre. Et le formateur expliquait qu'il y a une seule méthode, point barre. On lit le livre face à soi, du premier au dernier mot. Si un enfant essaye d'entrer dans le truc, on n'en tient pas compte, on fait comme s'il n'existait pas. Il sera toujours temps, pourquoi pas, une fois la lecture terminée, enfin, etc. etc. Et en effet, le propos, c'était de transmettre une pratique professionnelle. Et on se retrouve avec des professionnels, des assistantes maternelles qui sont en face, qui ne sentent pas forcément la chose, mais du coup, qui vont se saisir de ça ou pas. Enfin, voilà. Et alors que, il me semble, je parle sous le contrôle évidemment, mais que c'est le plaisir partagé qu'il faut transmettre. Changeons les mots, racontons autre chose, on s'en fout, peu importe. Mais en tout cas, voilà, échangeons ce plaisir, il me semble. Simplement en reprenant le micro une seconde, ce qu'on voit là, c'est que l'enfant, il est plus sujet, il est objet. Or, c'est bien ça le problème, c'est que l'enfant devient objet, pour moi. Tu veux bien prendre la parole? Comment? Oui, excusez-moi. Oui, pour l'école, la séparation ou pas des garçons et des filles, c'est la question. C'est une question qui pourrait se poser à certains âges. Merci. À Blois avec le professeur Horry. Bon, suite aux différentes conférences qu'il faut, ils disent que les femmes qui attendent un enfant et non pas un enfant, peu importe, qui attendent. Excusez-moi. Oui, je vais à Epic Scheib, professeur Horry. Donc, il a été dit donc, dans ces différentes conférences comme quoi les femmes qui attendaient un enfant faisaient des rêves comme si qu'elles allaient accoucher d'un alien ou de choses comme ça qu'on voit à la télévision. Est-ce que ce sont les gars qui seront spécifiques ou d'une manière plus générale? C'est que la grossesse est un événement extraordinaire et que ça modifie tout l'être humain. Donc ces rêves, les rêves d'une femme enceinte ne sont pas les mêmes que les rêves d'une femme qui n'est pas enceinte. Après, c'est l'histoire de chacune qui fait que c'est un alien ou pas.
Mais un humain, ça rêve. Et donc, ça rêve en fonction de ce que ça vit. Même les animaux rêvent. Oui, je reviens 2 minutes sur l'idée de méthode qui nous semble tellement indispensable à un certain moment. Ça me fait penser à une anecdote que je vis pratiquement au quotidien. Bientôt, faudra-t-il élaborer un manuel pour apprendre aux gens à communiquer. Je rentre dans le métro, regardez les gens, éteignez vos portables, essayez de communiquer. Enfin, voilà, on en est là, quoi. Oui, première chose, bannissons ce mot méthode quand il s'agit d'entrer en relation. Première chose. La question que je voudrais adresser, c'est à Émilie Girard. Par rapport à ce que vous nous avez expliqué sur ce qui se passe dans la relation justement des personnes de Livre Passerelle et puis des adultes et des enfants qui sont avec eux, vous n'avez pas beaucoup parlé de ce qui se passe du côté du parent, justement, en situation de vous écouter, parce que, évidemment, j'ai bien compris que ça touche, c'est l'ensemble qui est forcément visé, mais en même temps, vous êtes aussi, malgré vous, dans une situation de transmission d'une manière d'entrer en relation avec un enfant, et aussi avec un support qui est un support de culture, puisque oui, c'est un album avec des images, avec une histoire, avec tout ça. Et du coup, voilà, je ne vais pas vous demander les effets là-dessus, parce que vous avez bien dit, c'est pas votre objet de mesurer ça, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu des observations que vous avez pu faire sur ce qui se passe, du coup, dans cette expérience-là, les prolongements, les réactions des adultes ? Oui, tout à fait. Je n'ai pas eu le temps, effectivement, de développer ce point-là, qui est aussi un axe essentiel par rapport à notre pratique qu'on a de lecture. Nous, souvent, quand je parlais de cet étonnement du parent dans notre proposition de lecture, qu'on ménage, il y a vraiment c'est des lectures qu'on fait chaque semaine dans les mêmes lieux, de façon à vraiment installer la rencontre, faire en sorte qu'on ne vienne pas de manière trop brutale à venir imposer ces livres qui peuvent aussi être un peu sacralisés, qui peuvent un peu renvoyer à des peurs pour certains. Ce que souvent, j'avoue que le bébé, dans ces situations de lecture partagée, c'est vraiment un témoin majeur de voir tout le sens que ça a pour lui, parce que dans les réactions qu'il nous montre, souvent, en fait, le parent, il écoute pas forcément tant, il écoute l'histoire, mais il est aussi beaucoup spectateur de la manière dont son petit, il réagit. Et il y a une formule que j'aimais beaucoup de René Liatkin qui disait qu'il faut faire en sorte que les parents s'émerveillent, que leurs enfants s'émerveillent. Et en fait, c'est vrai qu'au lieu de mettre des mots sur quel sens on y met que de lire des histoires aux enfants, on ne va pas rentrer dans des conceptions auprès de ces adultes. On est vraiment dans le partage de ce temps sensible et de comment le bébé le vit. Et on invite régulièrement le parent à regarder, quand lui ne le fait pas, les réactions de son petit, la manière dont il réagit. Et on essaye de faire en sorte que ces rencontres elles soient régulières pour que justement ça s'instaure petit à petit. Mais pour nous, la présence du parent, c'est vraiment essentiel parce que c'est par lui que la continuité sera possible. Mais tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et voilà, bon, on pourrait en parler pendant longtemps. Je ne vais pas monopoliser sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est par lui. Et en fait, on lit plus aux adultes qu'aux petits, si on peut dire les choses ainsi. On fait en sorte que ce soit lui qui soit séduit, et c'est pour ça que ça nous demande d'avoir une littérature exigeante avec nous, qui parle autant à l'adulte, à la part d'enfance qu'il y a dans l'adulte, à sa capacité à prendre parce que s'il lit des albums vraiment les plus collés à la réalité possible et où l'image vient répéter ce que le texte dit, ou où l'adulte s'ennuie, il n'aura pas le plaisir à aller plus loin. Alors que là, quand il y a de la subtilité, quand il y a de la nuance, quand il y a de l'humour,
quand il y a tout ça, le parent est gagné et quelque part, cette transmission possible s'opère. Allô ? Oui. C'est que je pense que quand on raconte à des bébés, ils ne sont jamais seuls. Il y a toujours des gens responsables, et les parents, les professionnels. Et donc, raconter à des bébés, raconter à des très jeunes enfants, revient à raconter aussi complètement aux adultes avec qui ils sont. Et ce n'est pas qu'une constatation, ça va faire partie des supports. Parce que là, encore très récemment, dans une salle d'attente de PMI, il y avait 10 stagiaires étudiantes éducatrices de jeunes enfants qui étaient là en observation. 10, c'était extraordinaire. Oui, au point où on en était. Et ça faisait comme 10 caméras au milieu des enfants. Et quand la séance s'est terminée, on en a évidemment parlé. Et chacune a étudié, bon, globalement, mais son environnement le plus proche, évidemment, celui qui raconte ne voit rien de tout ça. Et ce qui revient tout le temps, c'est que l'enfant qui écoute, qui a même du plaisir à écouter, il regarde sa maman, il surveille, elle sourit. Ou la professionnelle, enfin, tu vois, la référente, c'est incroyablement, il y a besoin de ce triangle-là d'une manière incroyable. Et ça, maintenant, pour moi, c'est une base très, très forte. Nous qui travaillons maintenant, sans en abuser. Il ne faut pas non plus se dire, voilà, on raconte aux adultes, les enfants voient que les adultes sont contents. Mais c'est vrai que ça m'arrive aussi de raconter un conte rien que pour eux. Mais c'est à la fin quand même. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, cette contagion. On a l'impression, et de même la voix, quand on chante tous ensemble, et encore une fois, ça peut être quelque chose d'aussi simple que bateau sur l'eau, et qu'il y a une acoustique pas mal, et on est bien ensemble. Les enfants sont dans le bain, dans cette harmonie. C'est un bonheur qui est pour eux, avec eux. Enfin, on sent qu'on fait du travail profond. Ils ont besoin que l'adulte présent, parce qu'il y a ce mimétisme, et puis il y a sûrement, Catherine dirait bien d'autres choses, mais ah oui, voilà, il y a cette sécurité de le savoir heureux aussi, quoi. Ouais. Ce qui ressort très bien, c'est la dimension affective, ouais. Ce qui est très important, parce que cette première lecture, elle s'inscrit dans l'odeur du papa, de la maman, dans ses mouvements, la couleur de son pull vert, le doux de la laine ou le piquant de la laine, tout compte. Et c'est ça la première grille. Et c'était, je ne sais pas, ceux qui ne travaillent pas avec les bébés, c'est très intéressant cette observation, mais quand vous rencontrez un enfant de 3-4 mois, ça commence là, et que vous entrez en contact, il vous regarde et tout de suite il regarde si son père et sa mère sont d'accord. Il vérifie. Et cette grille est là. Et ça me fait penser cette histoire à un salon du livre pour enfants où on parlait, et il y avait une femme médecin qui avait fait tout un livre qui s'appelait Marceau Bon Appétit sur la diététique. Et c'était l'histoire d'une petite souris, d'un souriceau qui s'en allait parce que ses parents étaient partis, donc il allait vivre 2 jours dans chaque famille. Alors la famille, on mangeait trop de sucre, la famille, etc. Donc c'était très pédagogique, très bien fait, etc. Et elle avait été navrée parce qu'à la fin de la lecture, la seule question qui avait surgi, c'est « Mais pourquoi ils sont partis, son papa et sa maman ?» Voilà, il ne faut jamais oublier ça. Juste avant, oui, je pensais aussi par rapport aux parents et à ce temps de s'adresser à l'enfant, un temps où le bébé n'est pas forcément témoin de tout ce que vivent les adultes autour d'eux. C'est vrai qu'aussi on est dans cette... trouver le temps où on se parle. Il y a Bruno Delassalle tout à l'heure qui parlait aussi de la question des moyens de communication, et c'est vrai qu'on a aussi... sans vouloir faire une critique de bas étage sur les téléphones et toutes les technologies numériques, mais c'est vrai qu'on a aussi, on se rend compte combien les adultes se réfugient sur ces interfaces-là, et combien ils sont aussi coupés des petits, de l'anonymat qui est quand même assez prégnant aussi sur les trottoirs d'école.
Enfin voilà, on essaye aussi d'avoir un temps où on se parle et on échange des choses qui font sens et qu'on a plaisir à... Voilà, donc c'est vrai que c'est, sans vouloir dresser un portrait idyllique de tout ça, mais c'est vrai que c'est... On se rend compte de cette austérité dans les rapports humains, cette froideur, et c'est vrai que c'est un vrai combat et ça demande une énergie très très forte tous les jours pour aller au-devant de gens qui sont fermés physiquement, qui ne sont pas dans le regard, et d'y aller, quoi, de faire le pari qu'on va se rencontrer et on va se transmettre, on va partager des choses. Mais c'est vrai que c'est un vrai pari. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce que je vais vous dire maintenant en entendant ça, parce que je crois qu'il faut que nous soyons tous très en alerte et très vigilants sur le fait que nous sommes en train de nous déshumaniser. Hein ? Et que paradoxalement, l'espèce humaine a toujours couru après ses progrès techniques. Alors elle s'éblouit, je sais faire ça, et c'est comme ça qu'on arrive à la GPA ou à tout un tas de trucs. Et que là, nous sommes en train d'être déshumanisés par les outils à communiquer, ce qui est quand même à mourir de rire, mais c'est comme ça. Et si nous ne sommes pas vigilants, et déjà les enfants que nous voyons maintenant ne sont pas les mêmes qu'ils étaient au même âge avant. Moi, je ne pensais pas de mon vivant voir tout ça. Donc, chacun de notre place, il faut faire la part du colibri, comme on dit, il faut se battre contre ça et rappeler aux parents que être avec son enfant pendant qu'on téléphone, ce n'est pas être avec son enfant. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est très grave. La déshumanisation est une chose très grave parce qu'elle mène à la barbarie. Parce que c'est un boulot constant de revendiquer les valeurs d'humanité contre les valeurs de mammiférité. C'est-à-dire, c'est à moi, si tu vas dans mon territoire, je te bouffe. Bon, d'accord, mais revenir à ça, après tant d'années et tant d'êtres humains qui se sont battus pour qu'existe l'art, la culture, le partage, on n'a pas le droit de laisser faire ça. Moi, je voudrais faire un parallèle sur mon propos sur les deux oralités. L'oralité alimentaire, si vous regardez ce qu'on est en train de donner à manger aux enfants, c'est mou, insipide, et ça leur fait prendre une posture qui commence à leur faire perdre la verticalité, parce qu'en ne mangeant pas d'aliments solides, ils ne vont pas faire les mouvements de langue dont je parlais tout à l'heure. L'osioïde qui est dans leur larynx ne va pas avoir sa place correctement mise. Et donc ces enfants, je vous les mime, ils sont comme ça. C'est le début, c'est le début. Un petit coup de positif, parce que là, c'est la déprime, là. Allô ? C'est qui s'amuse, le monsieur ? Il est en train de régler celui-là. Et c'est en un, on va bien voir. 1, 2. Lundi, mardi, mercredi. Voilà, mercredi. Voilà. Pour remettre un petit peu de baume au cœur quand même, et pour l'oralité, dans les deux acceptions du terme, une expérience toute récente, il y a 15 jours, j'étais aussi dans une salle d'attente de consultation de PMI, donc consultation médicale, le mercredi à 14h, jour de la pesée des bébés. Vous vous rendez compte la chance que j'ai ? Et je suis payée pour ça. Donc, c'est incroyable. Alors, donc, et je suis censée faire des choses qui est plus compliquées. Mais là, donc, je me viens m'asseoir à côté d'une maman qui a dans les bras un bébé qui n'a pas encore tout à fait 3 semaines, qui s'appelle Mathéo. Alors, la maman est très sympathique, je dois dire. C'est son premier. Elle tient son bébé et comme je fredonne une petite chanson, Mathéo tourne sa tête évidemment vers moi, mais lui ne fait pas l'aller-retour entre sa mère et moi. Il est complètement... C'est trop tôt ? Ah oui, bon, alors là, il est aimanté. Donc je suis un peu gênée, mais la mère me montre par un regard très gentil qu'il n'y a pas de problème. Et tout d'un coup, mais oui, c'est important quand même, et tout d'un coup, donc avec un regard extraordinaire, et tout d'un coup, je vois sa bouche qui se met à téter. Je peux vous dire, et la mère l'a quand même vu. Elle s'est penchée, elle l'a vu. Et on a partagé ça toutes les deux. Voilà.
C'est une des raisons pour lesquelles les tototes sont un instrument du diable, parce que c'est bien, au-delà de 4 mois, c'est bien en regardant parler que les enfants bougent leur bouche. Un enfant de 5 mois, en regardant votre bouche, sait si vous parlez sa langue maternelle ou une autre langue. Donc il bouge. Bien sûr. Ça dépend à quelle distance vous êtes. Il était où? Où est-ce qu'il était? Il était là, comme si toi, tu tenais le bébé. Il tournait là. Oui. Et j'avais l'illusion, là, vous me faites un petit peu déchanter. Je pensais qu'il tétait ma parole. Si, oui. Alors qu'il imitait ma bouche. Non. C'est les deux. C'est les deux. Boire les paroles, ça veut dire les téter. Ça veut dire qu'en même temps qu'on les écoute, on bouge sa bouche en fonction de ce qu'on écoute. Donc c'est les deux. C'est les deux. C'est absolument les deux. Oui. Non, c'est formidable. La dernière question. On m'a dit de me lever. Mais il faut mettre le micro. Je serais impressionnée. Il faut mettre le micro là. Je voulais parler de l'expérience, de mon expérience de l'autonomie dans la communication entre la mère et l'enfant. Vous parlez dedans ? Ah voilà. Oui, je voulais parler de mon expérience de l'autonomie, la communication entre la mère et l'enfant et le père et l'enfant. Parce que moi, j'ai eu 3 enfants. Mon 3e enfant, j'ai pratiqué donc l'autonomie. Et pour les 2 autres, j'ai dû avoir un cerclage et être alitée pendant 2 mois ou 3 mois à la fin de la grossesse. Et pour le 3e, grâce à l'autonomie, l'enfant s'est porté toujours très haut et j'ai pas eu de cerclage, j'ai pas été couchée et ça a vraiment été extraordinaire. Voilà. Ça marche ? Voilà. Je voulais revenir et interpeller Agnès sur tout ce que tu as décrit sur le fœtus est déjà un être enveloppé de rythme et contenu par le rythme. Parce que j'ai fait une expérience qui m'a semblé cocasse et à la fois très amusante et aussi gratifiante avec le rythme. J'avais un bébé à changer, enfin plusieurs fois c'est arrivé bien sûr, et je fais les gestes habituels en disant des petites gentillesses comme ça, mais juste spontanément. Et l'enfant est content, mais il n'y a pas cette attention qu'on peut décrire, cette rencontre. Et puis un jour, je me suis dit, je vais faire autrement. Et j'ai fait la même chose, mais en rythmant ma parole. J'ai dit, bonjour mon petit chéri, je vais te changer aujourd'hui. Comme tu es beau, si tu savais comme je t'aime. Des trucs comme ça. Et là, tout change. J'ai eu l'impression que, évidemment, il y avait un regard plus brillant, il y avait plus d'attention, il y avait de ma part aussi plus d'attention. De ma part, plus d'attention. Parce que je faisais attention à... Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, évidemment, de ma part, il y avait plus d'attention. Et du coup, son regard était beaucoup plus heureux, brillant, et il se passait quelque chose de plus. Et bon, j'ai pas trop réfléchi à ce qui se passait, j'étais un peu émerveillée, mais en t'entendant décrire le fait que le fœtus est déjà complètement imprégné de rythme, je me suis demandé si ce rythme n'avait pas une fonction contenante et rassurante aussi, et que du coup c'est une façon de faire qui est un peu extraordinaire en fait, quand on peut de temps en temps faire ça. On ne va pas faire ça à chaque fois, mais voilà, bon, c'était une expérience. Merci. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Que tu as trouvé un chemin, qu'il n'y a peut-être rien de plus émouvant, parce que là, tu as senti que vous étiez ensemble
hein, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je ne ressens pas tout à fait la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure dans ton exemple. Tam, ta, 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 tam. Je pense qu'il y a une curiosité et de l'ordre. C'est-à-dire que dans, je ne dirais pas le chaos, mais dans toutes ces paroles, dans tout ce brouillard, la chanson met de l'ordre. Et reprenons nos sensations quand on est à l'étranger, qu'on ne comprend pas, ce qui quand même nous met quand même assez bien dans la situation, qu'on ne comprend pas les mots. Tout d'un coup, un rythme, ça soulage. Et si en plus, enfin voilà, si la parole s'il y a de la répétition, enfin le rythme implique la répétition, tout d'un coup, voilà, on est accueilli dans la parole. Tu vois, il y a une place. Donc, je pense que quand on n'est pas dans cette relation précise, parce que là c'est assez précis cette sensation d'être ensemble, alors à ce moment-là, il y a la musique de la parole et c'est pas rien du tout. Et puis il y a aussi toute la bienveillance de ton geste, de ton regard, de ta voix qui s'adoucit, enfin, et tout ce qui entoure effectivement ce moment, qui sont des moments, une sorte de bain. Mais tout d'un coup, là, il y a une reconnaissance. Ouais. Voilà. Je dirais que quand même c'est un tout petit peu différent de ce rythme du récit. Tac, 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 boum. Tu vois ? Pa. Tu vois ? Enfin voilà, je sens que ça fait un peu différent. Alors, pardon, il est midi. La matinée est terminée. Qui l'a dit ? Mais normalement, vous devez faire. Oh ! On a commencé en retard. Mais nous avons commencé en retard. Mais nous avons commencé en retard. Et il y a tellement de questions. On va s'accorder quand même encore un quart d'heure. Hein. Franchement, ça vaut largement le coup. Mais peut-être, et on s'en excuse vraiment par avance, peut-être que tous les gens qui souhaitent poser des questions, ce sera peut-être pas possible pour tout le monde. Mais voilà, c'est bon. Hein, les réponses sont quand même intéressantes. Je voulais juste parler des enfants dans un service de pédiatrie, des tout petits, auxquels je chante des chansons ou on raconte des histoires. Et il y a aussi des enfants qui sont seuls. Il y a évidemment presque toujours le contact avec les parents, mais il y a aussi des enfants qui sont seuls dans leur petit lit, dans leur petite chambre. Et de l'étonnement que le personnel médical montrait que j'allais quand même dans ces chambres-là et que je m'adressais à ce tout petit. Et oui, c'est étonnant de se rendre compte que encore maintenant, les gens ne sont pas préparés, enfin ne pensent pas qu'on puisse s'adresser à un tout petit et chanter et bercer. Et bon, voilà. Bon. Et puis juste dire aussi que je ne peux pas dire que j'ai vécu la même chose dans un autre cadre, mais c'était le mardi après-midi. Soit j'étais en pédiatrie, soit j'étais dans une maison de retraite. Et je suis en train de penser à quelque chose qui s'appellerait à l'orée des mots, qui serait à un bout de la vie et à l'autre bout aussi. Enfin, Catherine Dolto parlait tout à l'heure de toute la vie, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'un petit peu semblable quand on n'a plus accès aux mots et quand on n'y a pas encore accès. Voilà. Un vieillard, c'est un bébé à l'envers. Et en même temps, moi je vous remercie de dire ça parce que c'est important de voir comment nous prêtons autant peu, si on peut le dire, d'attention, de communication encore aux personnes qui ne peuvent plus parler. C'est-à-dire quand on accompagne des personnes dans les maisons de retraite, ou ceux qui sont en fin de vie, qui tout à coup ne peuvent plus parler, on devient silencieux. Alors certes, la parole est importante, mais elle n'est pas obligatoirement parole de l'autre, elle est aussi communication. Et c'est ça qui est important. On doit pouvoir continuer, nous, de parler aux personnes qui ne parlent pas. On le voit aussi pour les parents à qui on annonce que leur enfant est sourd. Jusqu'au moment du diagnostic, quand ça n'a pas été un diagnostic fait au moment de la naissance, les parents racontent des histoires à leurs enfants, parlent de leur quotidien, et puis à un moment s'alertent parce que l'enfant ne babille plus, vont consulter, et le diagnostic tombe de surdité. Et tout à coup, les parents ne parlent plus à leur enfant. Alors que vous avez bien compris que ça va au-delà que de
la perception par l'oreille, il y a toutes les vibrations, il y a toutes les intentions, il y a toute la communication. Il faut qu'on soit vigilant à ça. Et tout à l'heure, vous disiez, monsieur, ce serait bien qu'on ne soit pas obligé d'apprendre à se regarder. Ben voilà, la première entrée en communication, il faut qu'on continue à l'avoir avec tous. C'est-à-dire à ceux qui n'ont pas encore ou ceux qui n'ont plus.